peu de temps, je suis consultant chez Wavestone en énergie. J'ai co-organisé cette conférence avec Alexis Tanté, centralien de Marseille. Je vais faire un coucou. Donc, Alexis est centralien de Marseille, il travaille au laboratoire de météorologie dynamique et qui a un programme commun avec NAMR, dont on parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure. Centrale Énergie, c'est une association de bénévoles qui regroupe les élèves, les alumni des 5 écoles centrales. On organise environ 9 conférences dans l'année sur des sujets qui tournent tous autour de l'énergie et qu'on essaie les plus diversifiés possibles. On a également une newsletter qu'on envoie une fois tous les 2 mois. Donc si jamais elle vous intéresse, je vous recommande d'aller vous inscrire sur notre site internet et vous pouvez retrouver aussi des interviews radio de certains intervenants, dont notamment ce soir Bruno Lajoie qui s'est fait interviewer. Et si jamais vous-même vous êtes jeune centralien et que vous êtes intéressé pour intervenir dans cette association, pour contribuer à la vie de l'association, sachez que vous serez toujours les bienvenus. Donc ce soir on va parler données. Données, on voit tout le temps passer des articles dans la presse, que ce soit les Échos, je ne sais quoi d'autre, en général en parlant de carburant de la transition énergétique, du nouvel or noir. Très souvent on va associer les données au GAFA, au marketing, puis ça va être associé à une série de buzzwords que les cabinets de conseil comme le mien affectionnent tant. Et ce soir, plutôt que de parler de marketing, on s'est dit qu'on allait voir si on ne pouvait pas faire quelque chose de vraiment utile avec ces données. Et donc contribuer à la transition énergétique. Mais encore faut-il savoir quoi faire de ces données, savoir quoi chercher, savoir comment rendre ces données efficaces. Donc ce soir, trois beaux cadeaux pour parler de ce sujet. Donc on va commencer par Gaël Grasset. On vous avait promis Grégory Labrousse, mais qui finalement ne pourra pas être des nôtres. Donc Gaël Grasset est diplômé en ingénierie statistique à l'ENSAE. Tu as également un master en sociologie à Sciences Po Paris. Joli grand écart. Tu vas d'abord travailler chez Oscaro où tu as acquis une expérience en intelligence artificielle et aujourd'hui, Gaël est en charge des équipes techniques de NAMR. Ensuite, on laissera la parole à Cyril Sailly, centralien de Paris Promotion 2011, le dirigeant et le fondateur d'Adviseo by CETEC. Donc, vous utilisez l'IoT, les objets connectés en bon français, et tout ce qui est sciences des données pour ensuite traiter ces données et optimiser l'efficacité énergétique des bâtiments. Et enfin, on terminera par Bruno Lajoie, centralien de Paris Promotion 2011. Et comme tu as fait une année de césure, tu as fait ta dernière année en 2011. Tu retrouves donc ce soir Cyril, pour la première fois depuis les bords de l'école. C'est mignon. Et donc toi, tu es le fondateur de Tomorrow et notamment de l'application Electricity Map, donc qui aujourd'hui doit représenter un poste sur deux que je vois passer sur LinkedIn. Donc toutes mes félicitations et je n'en dis pas plus, je laisserai tout le monde découvrir avec toi ce que tu nous as fait. Donc je vais appeler Gaël pour commencer, présentant de NAMR. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de venir parler devant vous. Monsieur Labrousse ne peut pas être là ce soir, du coup je le remplace. Donc avec grâce à CTO, merci de m'avoir présenté. Donc alors qu'est-ce que NAMR? On va commencer direct avec le matériau de base. En fait, donc, pour faire une toute petite overview pour commencer, aujourd'hui on a à peu près 2 ans, on est une équipe de 35 personnes. Et la mission qu'on s'est fixée, c'est construire principalement un référentiel sur les bâtiments à partir de données qu'on récupère et de l'open data et de partenariats qu'on achète. Et ensuite actionner ce référentiel principalement sur les bâtiments dans des cadres autour de la transition écologique, principalement le solaire et la rénovation énergétique. Là, les exemples que je vais prendre sont tous autour du solaire. Allons-y. L'open data, pour commencer, c'est un matériau aujourd'hui très riche, très large, mais un énorme bazar. On estime qu'il y a entre 1 million et 1 500 000 jeux de données ouverts en France sur des plateformes qui sont absolument décentralisées, qui peuvent avoir des granularités très fines, puisque plus de la moitié sont géoréférencés par ou des adresses ou au GPS près. Mais c'est un immense bazar, il n'y a aucune espèce de normalisation, les données sont sur des scopes géographiques parfois tout petits. On a des jeux de données qui comportent une ligne c'est quand même très peu. Et il y a un gros travail de classification, de nettoyage et d'essayer de comprendre ce qu'il y a dedans pour venir l'exploiter. J'y reviendrai un tout petit peu après. On utilise également des sources d'imagerie, de l'imagerie aérienne et satellite, notamment l'imagerie haute résolution. Et par exemple ici, là où on est ce soir, on a 6 prises de photos en très haute résolution, entre donc 50 et 12,5 cm. Les plus vieilles datant de 1949. On peut les comparer à très haute résolution des évolutions de l'emprise bâtimentaire de manière assez précise.
Bon, ces data qu'on utilise, c'est des data qui sont très sales, pas normalisées, qui sont pas faites pour communiquer entre elles, ce qui est d'ailleurs un peu inquiétant en tant que citoyen quand on voit à quel point les administrations ne sont pas faites pour communiquer entre elles. Mais donc du coup, le travail, une fois qu'on a fait ce travail de référencement des données qui étaient disponibles et qu'on pouvait exploiter, c'est comment est-ce qu'on transforme ça en quelque chose d'actionnable, d'utilisable, et surtout de national pour pouvoir l'utiliser sur tout le territoire français. Screenshot. On va rentrer un tout petit peu dans la technique. Les données qu'on utilise nous sont systématiquement géoréférencées. Les données géoréférencées, c'est un peu un problème, c'est un format qui n'est pas forcément le plus simple à utiliser. Et je fais un peu de promo parce qu'on va open sourcer ce package Python Geometer bientôt et on espère qu'il y aura beaucoup d'utilisateurs. Et on a développé un package Python qui permet de faire absolument tout ce à quoi vous pouvez penser sur les traitements géospatiaux de manière assez efficace. Voilà. Enfin, on va l'open sourcer bientôt. Si jamais il y en a parmi vous qui en font, n'hésitez pas à venir contribuer au projet. Bon, rentrons sur des choses un peu plus rigolotes. Un bâtiment pour nous, qu'est-ce que c'est? Un bâtiment pour nous, c'est une collection de points GPS, donc qui forment son emprise au sol. Ici, donc là, on a deux sources de données qui vont parler de bâtiments, une qui est représentée en vert, une qui est représentée en bleu. Par exemple, à Paris, on a l'atelier parisien d'urbanisme qui peut donner des bâtiments. De l'autre côté, on peut utiliser des données qui viennent de l'IGN. Sauf que ces bâtiments, le même bâtiment, dans les deux référentiels, peut se retrouver décalé dans le plan. Et donc on a l'exemple là où on voit bien, enfin nous tous, on voit bien que le bâtiment bleu correspond à ce bâtiment-là en vert. Mais en fait, pour des raisons de cohérence interne de référentiel, d'erreurs de mesure qui s'empilent, on se retrouve avec en fait le même bâtiment qui est décalé dans le plan et ou le plus proche géographiquement, mais du coup pas le bâtiment qui correspond. Donc en fait, afin d'être capable de mobiliser toutes les données qu'on est capable de récupérer, on a mis en place des méthodes algorithmiques qui permettent de venir croiser ces deux jeux de données, notamment en comparant les formes des bâtiments, les séquences de formes dans l'espace, afin de pouvoir avec grande certitude dire que les données qu'on récupère du jeu de données 1 qui est en bleu et les données qu'on récupère du jeu de données 2 qui est en vert parlent bien du même bâtiment et donc de venir le qualifier au maximum. En fait, ce premier travail-là, il est nécessaire pour construire une notion de référentiel sur les bâtiments de France et donc venir agréger des informations. Quel type d'informations on peut avoir? On va récupérer des informations comme sur la consommation énergétique, sur la morphologie, sur les matériaux de toit, sur toute une batterie d'informations, sur si on parle du solaire, sur les proximités au réseau électrique. Un exemple que j'aime beaucoup, en France, on n'a pas le droit de poser de panneaux solaires à moins de 3 km d'un aéroport parce qu'un panneau solaire c'est un miroir. Et donc du coup ça reflète la lumière du soleil, et c'est pas génial un pilote qui décolle avec la lumière du soleil dans les yeux. Donc du coup, pour identifier une toiture solarisable, déjà on peut éliminer toutes les toitures qui sont à moins de 3 km d'un aéroport. Donc on va aller mobiliser toute la liste des aéroports et aérodromes de France, il y en a quasiment 1000, et donc du coup venir éliminer dans chacun de ces référentiels, dans chacun de ces cercles de 3 km de diamètre, tous les bâtiments qui y sont. De la même manière, donc là on a parlé de données structurées, on va aussi aller extraire de l'information, comme je disais tout à l'heure, sur l'imagerie aérienne de haute résolution. On va aller attraper des informations notamment sur les toitures. On va aller, donc là ici on a un exemple de l'algorithme qui va venir segmenter les pans de toit, ce qui est une étape nécessaire dans la détection des toitures à solariser, puisque avant de savoir s'il faut poser des panneaux solaires, il faut déjà savoir si un toit, est-ce qu'il a la bonne forme, est-ce qu'il est bien orienté. Et donc là, on va aller attraper les différents pans de toit. C'est pas sur l'exemple ici, mais on va aussi détecter s'il y a des encombrants. Donc là, on voit les toitures sur lesquelles il y a des cheminées ou des fenêtres de toit, qui sont des zones sur lesquelles on ne pourra pas poser de panneaux solaires. Une fois qu'on a fait ce travail de détecter les pans de toit, leur orientation, de venir retirer les encombrants, on est capable du coup de trouver les surfaces concrètement solarisables. Et notamment avec des partenariats qu'on a avec des laboratoires, dont le laboratoire de météorologie dynamique, on vient calculer une irradiance solaire et donc un potentiel de la production solaire au pan de toit près et à l'installation du pan de toit près. Autre exemple, on va également on va aller détecter sur les dont je parlais d'encombrants de toit, on va aussi aller détecter évidemment si la toiture est déjà solarisée parce que ça ne sert à rien de vouloir solariser un toit qui a déjà des panneaux solaires. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vous ai parlé un peu de solaire, on va revenir sur l'exemple juste après. Aujourd'hui, on a principalement trois axes, puisque Urban n'existe pas encore vraiment, trois axes de mobilisation de données du référentiel bâtimentaire qu'on a. Solar, dont je vais vous reparler juste après, énergie, où du coup, de la même manière, on va détecter des bâtiments à rénover, puisque si on connaît
la période de construction des bâtiments, si on connaît les formes de toit, on a une idée du statut des combles, on a une idée des matériaux de construction, des périodes de construction, j'ai déjà dit. Par ailleurs, de comment est-ce que les bâtiments qui ont le même profil se répartissent dans l'espace. On peut donc dire on peut faire tel type de rénovation dans tel type de bâtiment, et par ailleurs on peut obtenir des rendements d'échelle en allant les grouper dans l'espace, par exemple. Je vais dire quelques mots de TRIS. TRIS, c'est un programme qu'on a gagné auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire pour identifier dans les écoles des Hauts-de-France les travaux d'efficacité énergétique qu'on peut faire. Donc l'idée, c'est de construire sur chacune des établissements scolaires des Hauts-de-France une espèce de carte d'identité de l'état du parc et de l'état bâtimentaire, pour à la fin venir proposer les travaux qui sont les plus adaptés, venir conjuguer ça avec des modes de financement, venir conjuguer ça avec de la même manière des manières de standardiser les travaux dans l'espace. Parce qu'en fait, si on détecte que 1000 écoles ont les mêmes types de toitures, on peut sans doute trouver des manières de faire des rendements d'échelle intéressants pour les rénover en même temps. Je parle un peu de TRIS parce qu'on est à la tête d'un consortium dans lequel il y a notamment le laboratoire de méthodynamique, et on est assez content, c'est cool. Voilà, un petit exemple d'un démonstrateur qu'on a sur Solar, sur une ville du sud de la France, Bagnols-sur-Cèze, choisie complètement au hasard parce que j'y suis né. Voilà, la chose qu'on construit nous, le référentiel sur les bâtiments, on appelle ça un digital twin. Digital twin, ça veut dire jumeau numérique en français. Et concrètement, c'est donc une base de données qui vient qualifier chacun des bâtiments de France. Là, c'est un peu c'est plusieurs bases de données qui viennent qualifier les bâtiments de France. Ici, là, j'ai coupé une tranche toute petite dedans, avec quelques informations qui sont liées au solaire. Donc ici, on a donc, le potentiel solaire, l'altitude parce qu'on ne pose pas de panneaux solaires à plus de 1200 mètres en France, parce qu'ils sont plus assurés après 1200 mètres. L'aéroport le plus proche, pour savoir donc, si on est dans une zone d'exclusion. De la même manière, la distance à un bâtiment classé, parce qu'en fait, il faut demander l'autorisation pour poser des panneaux solaires proches d'un bâtiment classé, est-ce que ça vient changer le paysage. Le mode d'occupation du bâtiment, le matériau de toit, la forme de toit, la surface, et donc in fine la possibilité ou non de faire une opération de pose de panneaux solaires. Pour résumer, qu'est-ce qu'on fait chez Nemer? On produit de la donnée originale à partir des sources qu'on mobilise, par exemple avec de la computer vision sur les sources d'imagerie haute résolution et les sources d'imagerie satellite. On vient connecter des centaines et des centaines de jeux de données qui sont hétérogènes, qu'on vient normaliser et mobiliser pour créer le référentiel le plus complet possible. Pour donner des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose, mais qui ont le mérite d'exister, on a aujourd'hui quelque chose comme 200 et quelques informations sur tous les bâtiments. Alors une information, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien compliqué parce qu'il y a des choses qui n'ont pas du tout la même valeur. Mais on commence à avoir de quoi pas mal qualifier le parc bâtimentaire français. L'idée ensuite, c'est donc de créer des plateformes sectorielles comme celle-là. Donc qui sont des tranches coupées dans ces référentiels de données en fonction des thèmes dont je vous ai parlé précédemment. Ce qu'on trouve assez cool et qu'on raconte, c'est que aujourd'hui la transition écologique, un des principaux problèmes, c'est pas un problème de budget, puisque les mécanismes qu'a mis en place l'État font qu'il y a des énormes budgets pour réaliser la transition écologique. C'est un problème plutôt d'efficacité opérationnelle. Et si on est capable de trouver les opérations, que ce soit sur des ENR ou sur l'efficacité énergétique, les pointer sur une carte, de trouver des manières de les standardiser, de manière de les regrouper localement, on va être capable de le faire de manière beaucoup plus efficace, donc avec un coût plus faible, et donc de manière ou bien plus rapide, ou bien plus économique. Voilà la mission qu'on s'est fixée chez Nemer, et voilà pour ma présentation d'aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous, je suis Cyril Sailly, donc Centrale Paris 2011. Donc là on a parlé d'une maille assez grande qui peut aller du quartier de la ville. Moi je vais aller un petit peu plus précisément dans le bâtiment, en l'occurrence, au sein même du bâtiment et de ce qu'on va pouvoir faire des données produites ou qu'on va produire au sein des bâtiments.
Donc Adviseo en quelques mots, donc Adviseo on est une filiale du groupe CETEC, donc le groupe d'ingénierie, et on va rassembler au sein d'Adviseo des compétences d'ingénierie liées au bâtiment et d'efficacité énergétique, associées du coup à des data analysts, des data scientists autour de l'application Adviseo qu'on a développée, de telle sorte à réduire en fait les consommations, l'empreinte environnementale de bâtiments ou de patrimoine immobilier. Et donc là, ce soir, je vais prendre un cas d'usage qui est en fait l'hypermarché ou le supermarché qu'on va toutes les semaines pour faire nos courses. Donc voilà, on exploite les données, on les met à disposition à travers donc, une application pour les différents utilisateurs, donc nous en premier lieu, mais également le client final qui par exemple dans le cas de mes hypermarchés va exploiter en fait ces hypermarchés d'un point de vue technique. Et puis différents intervenants, consultants, prestataires de maintenance ou de travaux. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, le bâtiment aujourd'hui en France, c'est près de 45% des consommations totales, donc résidentielles plus tertiaires. On a des émissions de gaz à effet de serre qui sont extrêmement importantes. Là, le dernier chiffre de l'ADEME, c'est 123 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an, et des objectifs très ambitieux, et notamment à travers notamment dans le tertiaire, le décret tertiaire, des objectifs à 2030 de moins 20% des consommations d'énergie finale par rapport à la référence de 2012. Donc il y a plein de choses à faire, et l'utilisation des données qui sont produites dans le bâtiment permet d'aller chercher déjà, grappiller quelques pourcentages d'efficacité énergétique sur cet objectif de moins 20%. Donc déjà, première chose que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'est-ce qu'il y a comme données au sein du bâtiment, qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de données qu'on va pouvoir exploiter. Déjà il y a tout ce qui est lié aux consommations d'énergie. La première, ce que je dis toujours au sein d'un bâtiment, c'est que vous avez forcément au moins deux informations que vous allez pouvoir récupérer d'un point de vue énergétique. C'est votre facture d'électricité et votre facture d'eau, parce que dans les bâtiments il y a toujours au minimum un compteur d'eau, un compteur d'électricité pour pouvoir l'éclérer notamment. Donc ça on va pouvoir, on a des informations de consommation, des informations de prix, prix de l'énergie, de taxes, etc. Des informations de puissance notamment, donc puissance consommée dans ce bâtiment. Donc ça on va aller le chercher auprès des fournisseurs d'énergie. On va avoir des informations également dans le bâtiment qui vont être produites par les compteurs et qu'on va pouvoir récupérer au sein du distributeur d'énergie. Donc vous êtes tous au courant, vous avez Enedis notamment qui est passé sûrement récemment ou qui va passer d'ici 2 ans, puisque Paris notamment sera terminé en 2021, qui sont venus mettre des compteurs communicants, en l'occurrence le Linky. Aujourd'hui avec des compteurs comme ça, donc le compteur chez le particulier, on va pouvoir avoir la courbe de charge électrique, c'est-à-dire les consommations ou la puissance absorbée par le bâtiment toutes les 30 minutes ou tous les 10 minutes. Ces courbes de charge, en fait, aujourd'hui, en demandant la permission à Enedis, vous pouvez les récupérer. Donc c'est une façon assez simple de récupérer des informations assez précises, assez fines sur le comportement énergétique du bâtiment. Et puis ensuite, vous allez avoir différentes informations de manière un peu plus précise sur l'usage qu'on en fait, et donc des consommations par usage qu'on va pouvoir récupérer sur des sous-compteurs. Donc des compteurs qui vont récupérer les consommations dans des armoires électriques sur l'éclairage, sur la ventilation, le chauffage, etc. etc. Ensuite, on va avoir des informations produites au sein du bâtiment qui vont traiter de son comportement thermique, donc typiquement tout ce qui est lié à la température réelle, aux consignes de température, par exemple des équipements de chauffage ou de ventilation qui traitent le bâtiment, des données de programmation horaire sur son utilisation, des données physiques, des débits soufflés, des pressions, l'hygrométrie, etc., etc. Donc toutes ces données physiques, on va pouvoir les récupérer pour caractériser en fait le comportement du bâtiment.
Et puis ensuite, on va avoir tout ce qui est lié à l'activité humaine, donc le taux d'occupation du bâtiment quand on peut le récupérer, son usage, et puis les indicateurs d'activité, les surfaces occupées, les surfaces chauffées, le nombre de pièces, le nombre les différentes surfaces. Et puis pour terminer, on va avoir tout ce qui est lié à l'extérieur, donc notamment les données météo par exemple, donc les températures extérieures, la pression, l'humidité extérieure qu'on va pouvoir récupérer notamment auprès de web services ou d'API météo qui sont mis à disposition. Voilà, donc on a plein de données différentes. Et l'idée après, c'est de pouvoir les récupérer et de les exploiter. Donc les exploiter de manière avec des données macro, donc des consommations mensuelles. Donc, déjà avec ça on peut savoir pas mal de choses, voir les consommations là par exemple en verre électrique, les consommations du mois de ce mois-ci, et de le comparer par exemple aux consommations du même mois l'année précédente. Et puis je parlais des courbes de charge, donc en bas on a des courbes de charge ici top 10 minutes sur une semaine type, où on va avoir les différents jours de la semaine, et puis le réduit du week-end sur un bâtiment typique qui par exemple n'est pas occupé le week-end. Voilà le type de mesures qu'on va pouvoir faire et récupérer. Et l'idée après c'est de se dire, une fois qu'on a récupéré ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Alors, collecter les données, ça paraît simple comme ça, mais comme je vous ai dit, il y a plein de façons, il y a différentes sources de données, et l'idée c'est de pouvoir concaténer tout ça pour pouvoir les traiter. Et concaténer ces données, ça veut dire pouvoir récupérer des informations auprès de ces différentes sources. Donc d'abord tout ce qui est fournisseur d'énergie, je parlais des factures. En fait les factures, quand vous traitez un parc qui fait plusieurs centaines de bâtiments, il va falloir les récupérer auprès des différents fournisseurs d'énergie, toutes ces factures, et si possible de manière automatique, parce que si vous voulez les traiter une par une à la main, il faut un petit peu de temps. Il faut savoir qu'en France il y a encore beaucoup de gens qui font ça, qui traitent à la main les factures et qui les rendent dans des fichiers Excel. On va pouvoir récupérer via des API, des connecteurs SI ou des web services les données auprès d'agrégateurs de données. Je ne suis pas forcément Miniver, mais j'y penserai, ou Electricity Map. Et notamment on va pouvoir récupérer auprès de GRDF par exemple, les gros distributeurs, les données de consommation horaire ou top 10 minutes, donc Enedis, GRDF, qui mettent à disposition en fait ces informations de consommation à partir du moment où vous avez l'autorisation de le faire. Voilà, et puis on va pouvoir se connecter. Alors je vous ai mis également une grosse source de données, c'est ce qu'on appelle les GTB, gestion technique du bâtiment. Donc en fait c'est le PC qui fait fonctionner des gros bâtiments comme celui dans lequel on est, et qui sont générateurs d'énormément de données, puisque c'est ces systèmes qui vous donnent les ordres de fonctionnement, d'état de marche, les données de température mesurées par exemple ici dans cette pièce, le fait que on a bien du courant, etc. Et en fait tous ces données là on va pouvoir les traiter pour voir un petit peu s'il y a des pathologies au sein du bâtiment. Et puis quand il n'y a pas de données, parce que là on est sur un bâtiment récent donc il y a plein de données produites, on va être capable de les produire. Et notamment nous ce qu'on est capable de faire, c'est d'exploiter en fait l'internet des objets. Donc c'est quelque chose que vous avez peut-être entendu, qui est un petit peu dans l'air du temps. C'est qu'aujourd'hui quand on arrive sur un bâtiment qui est un peu plus ancien, où on va avoir que quelques informations, les factures d'énergie, les données de consommation électrique, on va pouvoir en fait en produire localement, parce que avec des objets connectés qui vont nous permettre de mesurer par exemple la température qu'il fait ici dans cette pièce sans avoir câblé quoi que ce soit. C'est l'intérêt des objets connectés, c'est qu'on va pouvoir venir mettre des petites sondes qui vont pouvoir mesurer la température, émettre cette information et nous permettre de la récupérer à travers internet. Et donc ça permet à moindre coût de rendre communicants des bâtiments qui ne le sont pas. On va pouvoir faire ça donc avec des données de température, des données de qualité d'air, d'hygrométrie, de consommation d'énergie, etc., etc. Donc toutes les données dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait on va pouvoir les produire notamment à partir de l'internet des objets.
Et puis, une fois qu'on a récupéré toutes ces données, l'idée, c'est de les exploiter à travers un système de monitoring et d'analyse qui va nous permettre de visualiser ce comportement du bâtiment, de voir si, là par exemple, une courbe de charge sur un mois, on n'a pas des fonctionnements anormaux, par exemple le week-end, où il y a des comportements anormaux, par exemple le week-end, ou ici il y a des équipements par exemple qui se sont mis à fonctionner alors qu'ils n'auraient pas dû, puisque le bâtiment est inoccupé. Et du coup on va à partir d'algorithmes pouvoir... et donc l'idée c'est ensuite de pouvoir automatiser en fait ce que notre œil est capable de faire. À travers un être humain, de pouvoir à partir d'algorithmes mettre en musique en fait notre capacité à analyser une courbe comme ça et se rendre compte qu'effectivement ici il y a un équipement qui s'est mis en marche alors qu'il n'aurait pas dû, et de pouvoir ensuite le déployer de manière automatique sur des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de courbes de charge, et pouvoir en fait alerter les différents utilisateurs en fonction en fait de la typologie de données qui est remontée. Est-ce que c'est donc une température? Est-ce que c'est des consommations de gaz, donc liées plutôt aux chaufferies? Est-ce que c'est une fuite d'eau, là par exemple? Et pouvoir permettre par exemple à l'exploitant, la société d'exploitation maintenance qui gère le bâtiment, de pouvoir agir sur par exemple une fuite d'eau et éviter qu'on prenne des milliers, des dizaines de milliers d'euros de factures d'eau liées à une fuite. À partir de ces données, on va pouvoir aussi les agréger, une carte chouïa moins jolie que chez Namer, et pouvoir sur un patrimoine donné prioriser en fait les actions qu'on a à mener sur un patrimoine immobilier et faire ce qu'on appelle communément chez nous des tops et des flops, et savoir quels sont les bâtiments les plus performants, quels sont les bâtiments les moins performants, et donc sur les bâtiments les moins performants, prioriser en fait les différentes actions à mener en termes d'efficacité énergétique, et se dire tiens, sur une centaine de sites d'un patrimoine immobilier donné, si on a un peu d'argent à mettre, aller le mettre sur les différents sites qui sont en rouge, parce que si on répare par exemple les machines qui ne fonctionnent plus ou qui dysfonctionnent, on va avoir le meilleur retour sur investissement, et on va impacter au mieux en fait la consommation globale du patrimoine immobilier identifié. Et donc derrière, on peut suivre ça dans le temps et faire en sorte que le plan d'action, ce qu'on appelle le plan d'action, avance, et donc au fur et à mesure de cette analyse de données et de cette animation en fait de l'efficacité énergétique, on ait ce plan d'action qui avance et que les économies soient réellement générées. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de discuter d'un cas d'usage, donc là en l'occurrence l'hypermarché du coin, et donc comment est-ce que, donc sur un projet donné, donc là c'est une centaine d'hypermarchés en France qu'on a traités, on a plus de 1 million de mètres carrés de surface utile de vente. On a en fait exploité en fait les données qu'on avait dans ces différents hypermarchés pour en fait optimiser en fait une facture d'énergie qui est assez importante, puisqu'il y en a pour 45 millions d'euros par an. Donc ça fait une belle facture, et donc forcément ne serait-ce que 1% d'efficacité énergétique obtenue sur une facture comme ça, on peut faire pas mal de choses. Donc comment est-ce qu'on a fait? L'idée en fait c'était de se dire les données dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va les récupérer autant que faire se peut. Donc la première chose qui a été faite, c'était de se connecter à des agrégateurs de données et de récupérer les factures d'énergie, les courbes de charge en électricité, en gaz, en eau, récupérer les différentes GTB. Donc là dans les hypermarchés considérés, il y avait 3 GTB, 3 gestions techniques du bâtiment, donc qui géraient par exemple le froid alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un hypermarché, plus de 50% de la consommation est liée au froid alimentaire, parce qu'il faut bien refroidir les steaks pour qu'ils soient variés, et c'est donc une
consommation qui est assez importante. Et donc l'idée c'était de se connecter à ces différentes GTB et récupérer toutes ces données pour les traiter et de telle sorte à identifier les différentes actions. Et puis, donc ça faisait déjà pas mal de données, et quelque chose qu'on s'est rendu compte, c'est que on n'avait pas de données liées aux consommations par usage de manière normalisée sur l'ensemble des sites. Et donc l'idée c'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé en fait des capteurs IoT non intrusifs dans les différents hypermarchés, de telle sorte à être en mesure en fait de pouvoir mesurer combien on consommait en froid alimentaire, combien on consommait en éclairage, combien on consommait en chauffage, et de telle sorte à pouvoir également voir l'impact en fait des actions qu'on avait sur ces différentes consommations. Donc voilà, ça c'est au niveau de l'intégration des données, hein. Toutes ces différentes données on les met dans le même data lake et on fait tourner en fait ces algorithmes métiers qui vont nous permettre, là avec un smartphone par exemple, d'alerter en fait le manager technique de l'hypermarché sur on s'est rendu compte qu'il y a un problème sur les machines frigorifiques, le point de consigne n'est pas respecté, il faut agir sur l'équipement technique. Et donc du coup c'est ce qu'on a fait, donc faut pas que je me trompe. Typiquement, donc on a pu alerter les différents utilisateurs quand une machine frigorifique est passée en dessous de ce qui était acceptable. Donc là, un exemple, ici on a une courbe en pointillé, alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir avec le contraste, qui est en fait la consigne, et en fait on a alerté automatiquement en rouge ici quand le comportement de la machine était en dessous en fait de la valeur acceptable. C'est-à-dire qu'en gros on fait trop de froid. C'est comme votre frigo chez vous. En fait ce qui se passe c'est que la machine en fait se met à faire plus de froid que nécessaire. Donc forcément, étant donné que c'est plus de 50% de la consommation, vous imaginez bien l'impact que ça peut avoir sur la facture d'énergie. On a réalisé donc de la modélisation de données, notamment parce que là par exemple, en fonction de la température extérieure, on est capable de retrouver les lois de fonctionnement des machines, par exemple des machines frigorifiques. La loi de fonctionnement en bleu, c'est la consigne, et en orange, en fait, c'est la donnée obtenue. Donc, en fait, on n'est pas du tout dessus, et donc, en fait, cet écart, pris sur une année, ça peut représenter en fait des surconsommations assez importantes. Chose qu'on peut corriger en fait en demandant à la société d'exploitation de maintenance de faire les travaux de maintenance nécessaires pour revenir en fait sur la consigne demandée. Et puis au niveau, tout à l'heure je parlais du fait de faire des tops et des flops. Donc l'idée pour nous c'est d'utiliser par exemple des algorithmes de clustering. Donc en fait on va classifier en fait les différents hypermarchés pour retrouver en fait parce qu'évidemment ils sont répartis un peu partout en France. Donc forcément la consommation d'un hypermarché ici en Ile-de-France et la consommation d'un hypermarché à Nice, en fonction des paramètres météorologiques, de son âge, de l'année de construction, de sa dernière année de rénovation. L'idée c'est de pouvoir faire des paquets, d'identifier en fait dans ces paquets les mauvais élèves, les bons élèves, et de pouvoir dire aux clients l'investissement et les montants d'investissement que vous avez à disposition sur notamment l'efficacité énergétique, mettez-les sur ces différentes classes, donc au sein de ces classes, sur les sites les plus problématiques. Et donc derrière, ça nous permet de sortir un plan d'action auprès du client. Voilà. Et donc une dernière utilisation et non des moindres, puisque notamment si on revient au début de ma présentation, je disais aujourd'hui on a des objectifs d'économie d'énergie qui sont d'atteindre moins 20% de consommation par rapport à la référence qu'on s'est donnée en 2012. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une économie d'énergie, ça se mesure pas. Une économie d'énergie, c'est une non-consommation, c'est une consommation qu'on n'a pas eue. Donc forcément, il n'y a pas de compteur qui compte des économies d'énergie, et donc la première chose qu'il faut réaliser, c'est en fait une modélisation sur qu'est-ce que c'est en fait ma consommation dite de référence, la consommation que je devrais avoir au sein d'un bâtiment,
si, entre guillemets, j'y touche pas et si tout fonctionne normalement. Donc du coup on utilise en fait une méthodologie qui a été développée aux États-Unis et au Canada, qui s'appelle l'IPMVP, le protocole international de mesure et de vérification de la performance à Chaume. Donc un grand mot pour dire, en gros, l'idée c'est de pouvoir partir sur une recette de cuisine, qu'on ait tous la même pour estimer et savoir ce que c'est une économie d'énergie. Donc c'est une règle du jeu qu'on se donne, et derrière ça va nous permettre de le mettre en musique sur les différents sites qu'on va analyser en termes de comportement, et de telle sorte à ce que derrière on soit capable en fait de calculer en fait ce point en rouge, c'est-à-dire la consommation du bâtiment qui aurait dû être si on n'était pas intervenu. Parce qu'évidemment, pour pouvoir calculer une économie d'énergie, une façon très très simple, c'est de prendre la facture que j'avais l'année dernière et de la comparer à la facture d'aujourd'hui. Le problème, vous imaginez bien, c'est que là, sur l'exemple de mes hypermarchés, c'est que l'hiver dernier, c'est pas le même hiver que cette année, il fait moins froid. Et en plus de ça, l'hypermarché, il a ouvert plus de jours dans l'année, parce que avec les différentes lois, maintenant on peut les ouvrir le dimanche ou certains jours fériés. Donc forcément, en fait, la base sur laquelle je me fonde n'est pas la même. Donc l'idée là, c'est de se donner une règle du jeu, de modélisation, et qui nous permet de dire, bah voilà, la consommation qui aurait dû être si j'avais pas mis en place cette action, est ramenée en fait aux nouveaux paramètres de cette année, c'est-à-dire la météo, l'usage que je fais de mon bâtiment, et derrière de pouvoir calculer en fait une économie d'énergie qui est donnée avec une certaine précision de calcul, et puis de pouvoir la valoriser en mégawattheure, en CO2, en euros évidemment, selon les attributions. Donc voilà une utilisation qui notamment va être assez importante si on veut pouvoir comparer des choses comparables. Voilà. À vous deux de m'avoir montré un projet sur une échelle à l'intérieur des bâtiments ou multi-bâtiments. Maintenant on va encore dézoomer, on va regarder l'échelle de la région et voire du pays. Donc, je vais vous présenter un projet qui s'appelle Electricity Map, qu'on a développé au sein de la startup que j'ai cofondée avec un autre centralien qui s'appelle Olivier Corradi, et qui s'appelle Tomorrow. Donc ça c'est le nom de la startup et le produit c'est Electricity Map. On va parler en fait de couleur d'électricité quand on charge son MacBook ou alors quand on charge sa voiture électrique, et on va parler un petit peu d'implication sur les règles comptables de bilan carbone pour les entreprises ou pour les individus. Un peu de contexte pour commencer, pour vous rappeler que c'est des chiffres assez récents. Les émissions de CO2 mondiales ont augmenté l'année dernière et ont accéléré encore par rapport à ce qu'elles augmentaient déjà les années précédentes. On est encore dans des taux de croissance qui sont supérieurs à ce qu'on a vu les 10 dernières années, donc en fait on est vraiment en train d'accélérer au lieu de ralentir. On a le charbon qui est la source principale de cette augmentation des émissions de CO2, et notamment l'électricité qui en fait est pour 40% des émissions de CO2 mondiales. Alors que l'électricité, on ne voit pas quelle couleur elle a, quelle odeur elle a en fonction quand elle sort de la prise, parce qu'en fait c'est un vecteur énergétique qui paraît un peu mystérieux, puisqu'on ne sait pas comment il a été produit. Et donc en fait, le projet Electricity Map, il sert à donner l'information manquante sur ce vecteur énergétique, de quel contenu carbone il a, et puis en fait, de quelle origine il vient, est-ce qu'il vient d'une centrale solaire, éolienne ou nucléaire. Mais même si on sait d'où il vient, on ne sait pas tout, parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, c'est normal, de l'impact carbone des différentes filières de production électrique. Et un sondage intéressant qui est paru l'année dernière, qui montre qu'il y a presque 2 tiers, 70% des Français qui ne savent pas que le nucléaire, par exemple, n'émet pas d'émissions de CO2. 80% des Français pensent qu'en fait, il émet beaucoup ou un peu de CO2. C'est assez énorme et ça fait que s'empirer. Si vous voyez la 2014 en haut, 2017 en bas. C'est assez impressionnant de se dire que en fait, des choses qui nous paraissent, nous, centraliens, aussi élémentaires, en fait, sont absolument inconnues. Et donc, le but de l'Electricity Map, c'était vraiment de remontrer un petit peu des évidences au grand public, et ensuite de faire des services aux entreprises pour leur comptabilité carbone. Donc, voilà, on a créé ce produit qui s'appelle Electricity Map, dont je vais vous parler un peu plus en détail.
C'est une application smartphone et c'est aussi un site internet qui vous montre tout simplement, comme le montre l'image qui est sur la gauche, en fait quelle est la couleur de l'électricité que je consomme lorsque je charge mon ordinateur maintenant, en fonction de là où je suis, en fonction de l'heure de la journée. C'est un site internet qui reçoit 1 million de visites par an, on a de la chance, il a plutôt bien marché au niveau du grand public parce qu'il se partage bien sur les réseaux sociaux et qu'il est open source, et donc les projets open source, ils ont des contributeurs qui aident à le faire se développer, à le faire connaître, parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être en train de faire de la pub pour une grande marque. Le projet Electricity Map, il est utilisé, on s'aperçoit, par des universités, des lycéens, des profs de lycée et de collège, pour éduquer un peu leurs élèves sur qu'est-ce que l'électricité et en gros quels sont les différents moyens de production électrique. Et il est utilisé aussi dans les débats politiques. J'ai 2 exemples intéressants. Là, c'est Nicolas Hulot qui se fait interviewer sur France 5 il y a un mois pour lui demander sa position sur le nucléaire, en lui expliquant que regardez, la France est en verte et l'Allemagne est en marron, alors que quelle est votre position sur le nucléaire? Donc l'Electricity Map est un outil qui sert à faire des débats. Et on a François de Rugy, il y a 2 mois, quand il a présenté la PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, qui s'est servi de l'Electricity Map pour appuyer ses arguments, comme quoi le schéma sur 5 ans de développement électrique français était cohérent dans les objectifs climatiques. Donc ça c'est pour faire un peu de pub. Alors qu'est-ce que c'est plus précisément? C'est un site internet que vous voyez là, donc j'espère que vous voyez un petit peu les couleurs. Ça vous donne une image en temps réel, donc c'est des informations en temps réel que vous voyez sur ce site internet. Et ça vous donne une image de la couleur de l'électricité que vous consommeriez si vous étiez en France maintenant, ou si vous étiez en Allemagne ici à côté. Vous voyez ma souris? Si vous étiez en Allemagne, votre électricité serait un peu plus marron, c'est-à-dire en fait un peu plus carbonée. Et si vous étiez en Espagne, si vous cliquez sur le pays Espagne, vous voyez sur la gauche de la carte un détail un peu plus précis de l'origine de l'électricité consommée par un consommateur espagnol à cet instant. Donc vous voyez le détail par filière, qu'est-ce qui vient du nucléaire, de l'éolien, du solaire. Et vous voyez un truc intéressant, c'est des imports. En fait, l'Electricity Map prend une vision consommateur, et donc ce qu'on calcule, c'est le mix en consommation d'un consommateur basé en Espagne, qui viendrait du coup du mix en production de l'Espagne, mais aussi des imports potentiellement français, qui elles-mêmes peuvent être impactés par des imports qui viennent de l'Allemagne, etc., etc. Donc vous avez un système européen qui est interconnecté, où il y a des échanges import-export entre tous les pays, et l'Electricity Map tient compte de ce non-arrêt aux frontières de l'électricité pour donner une vision consommation et pas production de chacun des pays sur cette carte. On affiche un historique des 24 dernières heures pour montrer l'évolution de l'intensité carbone ici en fonction de l'heure de la journée. Vous voyez qu'il y a des écarts qui peuvent aller jusqu'à 50%, 70% dans certains pays où tout d'un coup du vent arrive et vous faites fermer toutes les centrales à charbon du pays, c'est le cas au Danemark, et vous avez une électricité tout d'un coup qui devient propre, alors qu'il y a 8-9 heures elle était grosso modo carbonée. Donc en fait, un outil visuel comme ça n'aurait pas pu être développé si on ne l'avait pas open sourcé, parce que les données derrière, elles viennent des différents transports TSO, on appelle les RTE en France, réseau de transport d'électricité. En Allemagne, il y en a plusieurs. Il y en a grosso modo un par pays en Europe, mais en fait, si vous voulez, les TSO, c'est des gestionnaires d'équilibre au niveau d'une maille géographique, et ils sont responsables de l'équilibre du réseau sur cette maille. Et donc, c'est des monopoles naturels qui n'ont pas de concurrents. Et quand on n'a pas de concurrents, généralement, on est assez open pour ouvrir nos données. Et donc, en fait, grâce à cela et grâce à certaines lois européennes, il y a énormément de TSO dans le monde entier qui ont mis de manière publique les données en temps réel de la production de chacune des centrales. Donc, en fait, on récolte les données en temps réel pour 120 pays dans le monde, la production par type de centrale, et les échanges à la frontière. Et ensuite, l'Electricity Map va calculer le mix en consommation, prenant en compte ses imports et ses exports, et va appliquer des coefficients de CO2 par type de centrale, donc le charbon étant la plus émettrice, suivi du gaz, et en terminant par les renouvelables, pour calculer l'intensité carbone de l'électricité consommée dans le pays.
C'était une vidéo qui montrait un timelapse de l'Electricity Map zoomé sur l'Europe, et on voyait comment clignotaient les pays lorsque le vent souffle ou le soleil brille. Et c'est assez impressionnant de voir qu'il y a certains pays qui restent constamment verts, comme la Norvège et la France, et d'autres qui clignotent vraiment au gré des conditions météo. Enfin, c'est simplement pour dire que parfois visualiser une donnée qui existe déjà, c'est très important puisque c'est exactement le problème que vous avez mentionné tous les deux avant moi. La donnée, elle est là, mais elle est simplement un peu cachée ou moche. Et mettre l'accent sur le visuel, ça permet vraiment de faire participer les gens au projet, de les intéresser à la donnée. Donc ça, c'était ma petite recommandation. Et je vais continuer sur la comptabilité carbone, parce que j'ai des petits messages intéressants à vous faire passer, qui ne sont pas techniques, mais qui sont plutôt d'ordre presque politique. On va parler de comptabilité carbone, et notamment comment comptabiliser les émissions carbone associées à notre consommation électrique. C'est ce qu'on appelle la attributional accounting en anglais. C'est en fait, dans un réseau électrique où il y a pas mal de consommateurs qui sont branchés au même réseau, comment se partager le gâteau entre les différents consommateurs sur les émissions de CO2 des centrales électriques sur le réseau. Donc il faut des règles comptables pour que tout le monde suive, pour que en fait, tout le monde utilise la même règle et que la somme des émissions de chaque consommateur fasse les émissions totales du réseau. Donc il faut des règles comptables qu'on appelle attributional accounting. Et là, le problème que je voudrais soulever aujourd'hui avec vous, c'est qu'il existe plusieurs méthodologies pour calculer, estimer l'origine de l'électricité que vous consommez et les émissions de CO2 associées. La première méthodologie, sur votre gauche, c'est ce qu'on appelle un point de vue physique ou location-based en anglais. C'est l'approche de l'Electricity Map. C'est simplement de considérer que dans un réseau électrique où, par exemple, vous avez une éolienne qui produit et une centrale à charbon aussi, l'électricité que consomment les consommateurs du réseau est équivalente au mix moyen pondéré de l'éolienne et de la centrale à charbon. Donc ici, vous avez tous les citoyens, tous les consommateurs du réseau minuscule constitué d'une éolienne et d'une centrale à charbon qui consommera la même électricité, qui sera 2 tiers éolienne, 1 tiers charbon, auquel vous pouvez calculer une intensité carbone et une couleur comme sur l'Electricity Map. Ça, c'est la vision location-based. C'est celle qui existe depuis toujours, en fait. Avant, on avait des facteurs annuels, où on disait, annuellement, l'électricité, elle a une intensité carbone de temps. Aujourd'hui, avec l'Electricity Map, on est capable de le faire à l'heure ou à la minute. Les données s'ouvrent de plus en plus fréquemment. Et il est assez intuitif, celui-là. Vous et votre voisin du dessus, dans un immeuble, vous avez la même électricité. Ça ne dépend pas du fournisseur d'électricité que vous prenez. À droite, c'est la méthodologie contractuelle ou market-based, on l'appelle plutôt, dans le milieu anglo-saxon, qui consiste non pas à dire que l'électricité que vous consommez est le mix moyen du réseau, mais en fait, l'électricité que vous consommez, elle vient d'un certificat que vous avez acheté qui vous donne le droit de dire que l'électricité vient de telle centrale. Donc, vous êtes le consommateur de gauche, en vert, et vous allez acheter ce qu'on appelle en Europe une garantie d'origine, un bout de papier, à un producteur d'énergie renouvelable, éolien, qui va vous le vendre au prix auquel vous serez prêt à l'acheter. Donc c'est un prix de marché, offre et demande. Hein. Et ce certificat, ce n'est pas l'électricité en soi, hein, c'est le droit de dire que l'électricité vient de là. Donc si personne n'est intéressé par être vert, le prix du certificat il est zéro. Donc vous achetez ce droit de garantie d'origine, et donc votre électricité dans ces cas-là, vous pouvez dire qu'elle vient de l'éolien. Ce qui se passe, c'est que du coup, une fois que vous avez acheté ce droit, votre voisin sur le réseau, il ne peut plus l'acheter puisque vous l'avez déjà acheté ce droit, donc l'éolienne ne peut pas émettre 2 fois un certificat. Et donc, votre voisin du dessus, dans un réseau tout simple, il n'y a que 2 utilisateurs, il doit, dans cette même méthodologie, dire qu'il consomme le mix résiduel, celui dont on a enlevé les garanties d'origine. Puisqu'elles ont déjà été claimées par quelqu'un, il faut les enlever. Ça s'appelle le mix résiduel. Dans le cas tout simple d'une éolienne et d'une centrale à charbon, s'il y a le citoyen numéro 1 qui a pris les droits de l'éolienne, le citoyen numéro 2 se retrouve avec le mix charbonné.
Donc là, vous avez une comptabilité qui permet à une entreprise d'être verte ou 100% renouvelable, à gauche, et à une autre entreprise ou à un citoyen lambda qui en fait n'en a pas grand-chose à faire, de se récupérer le mix résiduel qui est 100% charbonné et qui est du coup extrêmement intensif en carbone. Les deux approches donnent des résultats complètement différents. Si vous regardez un petit peu concrètement sur l'Europe, ce qui se passe par exemple, si je fais la moyenne annuelle sur 2017. À gauche, donc vous avez le point de vue, je suis désolé pour les polices, ça va un peu changer. Vous avez le point de vue physique, location-based à gauche, qui vous montre un petit peu le mix moyen annuel en consommation de chaque pays en Europe en 2017. Donc vous avez la Norvège par exemple qui est verte parce qu'elle a plein de barrages hydroélectriques, la Suède aussi. Et à droite, vous avez le même point de vue pour tout citoyen qui n'a pas souscrit à une offre d'électricité verte. C'est-à-dire que quand on n'a pas acheté spécifiquement une garantie d'origine, on se retrouve avec le mix résiduel. Le mix résiduel en Norvège, par exemple, il est absolument pas similaire au mix moyen, il est marron, donc ça veut dire qu'il est extrêmement carboné, il est entre le charbon et le gaz en moyenne. Et pourquoi ça? Vous avez la même chose en Islande. L'Islande, qui n'est pas sur la carte à gauche, mais qui est verte parce que c'est de la géothermie, elle se retrouve noire ou marron en mix résiduel. La raison, c'est que toutes les centrales hydroélectriques norvégiennes, elles ont vendu leur certificat vert à plein d'entreprises partout en Europe qui voulaient pouvoir devenir vertes. Donc vous avez, je ne sais pas, Microsoft à Paris ou quelqu'un qui a un data center en Pologne qui en fait va vouloir dire que le data center consomme de l'électricité verte et va acheter un certificat norvégien. Tous les barrages hydroélectriques de Norvège ont vendu leur certificat et très peu l'ont vendu aux citoyens norvégiens qui en fait s'en contrefichent et savent très bien qu'ils consomment de l'hydroélectrique. Donc en réalité, vous avez un paradoxe assez étonnant qui donne deux systèmes comptables qui donnent des couleurs d'électricité différentes. Je vais vous montrer un exemple précis qui va montrer pourquoi, grâce à ce double système, en fait, on est en train de permettre à tout le monde d'être vert. Si je suis un citoyen norvégien, comme 97% des autres citoyens, j'ai pas de contrat d'électricité vert parce qu'en fait, je suis sûr que mon électricité est hydroélectrique, puisque je suis entouré de barrages et qu'il n'y a que ça dans mon pays. Donc je me dis, j'ai pas forcément besoin d'aller en plus acheter un contrat vert. Je vous ai montré que le mix résiduel norvégien, il est vraiment sale, en fait, il est très carboné. Puisque, donc, je vous l'ai expliqué. En tant que citoyen norvégien, si j'achète un véhicule électrique, moi je vais penser, et je vais le dire à haute voix, que je suis un éco-citoyen parce que je consomme, je roule à l'électricité hydraulique. Maintenant, vous avez, je ne sais pas, le data center de Microsoft en Pologne, qui a acheté les certificats verts de Norvège, et qui va lui aussi dire qu'il est 100% renouvelable. Donc là, vous avez un data center en Pologne qui est 100% renouvelable, et un citoyen en Norvège qui est éco-citoyen. Donc là, vous avez vraiment un double claim qui est, c'est pas caché, c'est vraiment vrai, c'est une évidence, mais ça n'embête personne que tout le monde devienne vert. Il y a un vrai problème, vous l'avez bien vu, dès qu'on a deux systèmes. Mais je voulais remettre un petit peu de cohérence dans tout ça et vous expliquer en fait, philosophiquement, quelle est la différence entre le système location-based et le système market-based. Et qu'est-ce qu'on propose, nous, pour améliorer tout ça. Le système location-based, en fait, pour nous, c'est la méthode qui vous permet de dire d'où vient votre électricité. Si vous dites, je consomme 40% de nucléaire, 60% d'éolien, c'est le système de l'Electricity Map ou le système location-based. C'est ce qui vous permet de quantifier votre impact environnemental, parce que c'est le seul système comptable qui est causal. C'est celui qui vous dit, quand vous consommez, maintenant, vous émettez du CO2, puisque c'est directement lié la consommation et la production. Le système market-based, en fait, il mesure plutôt l'origine, il ne mesure pas l'origine de l'électricité que vous consommez. Il mesure l'origine de la centrale à laquelle vous avez donné une subvention. Puisque vous avez acheté un certificat vert, vous avez acheté ce certificat vert à une centrale en particulier, à une ferme éolienne. Donc, c'est un système qui mesure l'origine de la centrale à laquelle vous avez donné une subvention. Alors, vous donnez une subvention à cette centrale, donc en fait, le système, il sert à subventionner le développement des renouvelables. Et dans certains cas, ça a effectivement permis d'accélérer la création de nouveaux projets renouvelables, puisque les entreprises qui vont créer
qui vont acheter les garanties d'origine à une centrale éolienne, vont la subventionner en partie pour pouvoir claimer être vert. Et donc vous avez bien effectivement un mécanisme qui sert à incentiver le développement des renouvelables. Toute la question c'est quel est le prix du certificat que l'entreprise paye pour se dire vert. Parce que si elle paye pas cher, grosso modo, elle ne change rien. Vous n'avez pas de changement par rapport au business as usual si vous achetez un droit vert à 0 € ou à 0,1 € le mégawattheure. Tout dépend du prix du certificat. Et c'est là que je voulais en venir. En fait, il y a un gros problème, c'est que il y a 3 gros problèmes avec la comptabilité market-based. La première, c'est que du coup, les certificats, comme je vous ai dit, en fait, aujourd'hui, ils sont pas chers du tout. Et la raison pour laquelle ils sont pas chers, c'est que vous avez un marché européen des certificats des garanties d'origine, qui vous permet d'acheter de l'électricité qui vient d'Islande alors que vous êtes un consommateur au Portugal. Donc vous avez un marché qui n'est pas contraint dans l'espace, et qui n'est pas contraint en temps non plus. Vous pouvez acheter en fait, des garanties d'origine qui vont couvrir votre consommation électrique cumulée sur l'année. Et donc, en fait, vous avez effectivement toujours du vent ou du soleil si vous le cumulez sur l'année. Ce qui est difficile, c'est d'acheter une garantie d'origine de l'endroit où vous êtes, dans la même grille électrique que là où vous êtes situé, et au moment où vous consommez. Parce que là, pour aller acheter une garantie d'origine éolienne quand il n'y a pas de vent en France et que vous êtes basé en France, vous allez payer un prix extrêmement fort, voire infini. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de contraindre si vous voulez, le marché des garanties d'origine en temps et en espace, pour respecter un peu mieux les flux physiques. De ne pas pouvoir acheter une garantie d'origine d'un pays qui n'est pas connecté à votre réseau, ou vous pourrez à un pays étranger si jamais effectivement il y a des flux physiques d'import en même temps que vous cherchez à l'acheter. Donc, un peu de cohérence permettrait en temps et en espace, permettrait d'augmenter le prix des garanties d'origine, et de faire un petit peu plus, en gros, payer les entreprises qui souhaitent être vertes. Et là, elles accéléreraient vraiment le développement des renouvelables. La seconde chose que je voudrais mentionner sur la comptabilité market-based, c'est que les claims marketing sont exagérés. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir souscrire à un contrat vert, vous permet de vous dire que vous êtes powered by 100% renewable. Et ça ne devrait pas être permis, parce que on a bien vu ensemble que la comptabilité market-based mesurait à qui vous donnez une subvention, et elle ne mesurait pas du tout d'où vient votre électricité. Donc il faudrait aligner les mots avec la cohérence des faits. Et pour finir, ce qui m'inquiète le plus personnellement, c'est que une comptabilité marché et market-based vous permet, si vous avez un contrat vert d'électricité, de considérer que c'est vraiment l'origine de votre électricité quand vous faites votre bilan carbone. C'est-à-dire de dire, du coup, mon contrat, c'est de l'électricité verte, donc je n'émets aucune émission de CO2, scope 2, liée à ma consommation électrique. Donc vous avez plein d'entreprises qui diminuent à zéro leur scope 2, qui montrent du coup aux shareholders et aux financiers qui flèchent la finance verte des bilans carbone qui se diminuent, et donc des entreprises qui deviennent super vertueuses, alors qu'en fait, elles n'ont absolument pas diminué leurs émissions, elles continuent d'augmenter leur consommation électrique. Et donc vous avez une misallocation de la finance verte qui représente des centaines de milliards de dollars. Donc là, il y a quelque chose qui est très dangereux pour la transition énergétique quand on comptabilise mal les choses à la base. Et je ne vais pas m'étendre plus longtemps parce que j'avais d'autres trucs à vous dire ce soir, mais ça fait déjà 20 minutes. Une petite ouverture pour vous dire que si vous donnez des subventions pour les énergies renouvelables, c'est quelque chose de bien. Et il faudrait quantifier cet apport que vous donnez au système. C'est là que on ne parle plus de comptabilité attributionnelle, on parle de comptabilité conséquentielle. Donc, ce que tu as dit, Cyril, quel est l'impact par exemple, d'une smart charge, quel est l'impact d'un investissement vert, quel est l'impact en CO2 évité. Et dès que vous voulez parler de CO2 évité sur le système électrique, il faut réfléchir en termes marginal, c'est-à-dire si je baisse mon radiateur maintenant en France, à Paris, quelle centrale je vais faire baisser en production. Et ça ne va pas être le mix moyen qui va baisser, ça va être la centrale à la marge, la plus chère, généralement la plus polluante, mais pas toujours. Et donc si vous voulez comptabiliser les émissions évitées par une action sur le réseau électrique, il faut non pas utiliser un signal CO2 moyen, comme je vous en ai montré un exemple avec l'Electricity Map, mais un signal CO2 marginal qui détermine
et qui peut être très différent du signal moyen, qui détermine les centrales à la marge. En France, on l'a calculé avec Electricity Map, et je vais aller très vite parce que j'ai dépassé l'heure. Vous avez une intensité carbone moyenne de 58 grammes de CO2 par kilowattheure, qui vient du fait qu'il y a 72% de nucléaire, 10% d'hydraulique, 6% de gaz. Donc c'est relativement bas carbone. Mais vous avez une intensité marginale qui est de 110, donc 2 fois plus élevée. En moyenne sur l'année 2018, il y a des moments où elle est vraiment plus élevée lorsque c'est une centrale à charbon qui est à la marge. Et on a calculé dans le projet Electricity Map que l'intensité marginale en France était de 110. Elle était en fait liée au fait qu'on utilise beaucoup plus de gaz et de charbon à la marge qu'on l'utilise en moyenne, le gaz étant très flexible. Et on utilise aussi beaucoup d'hydraulique de pump hydro, donc de l'hydraulique de charge et de décharge, qui n'a pas une intensité carbone de 0, puisque c'est pas une hydraulique de réservoir d'eau de pluie. On est en train de déstocker quelque chose qu'on a stocké en utilisant de l'électricité qui a un impact. Et donc, nos modèles montrent qu'il y a 40% d'hydraulique de charge et de décharge qui est utilisée à la marge pour le système électrique français, et on considère que ça n'a pas une intensité carbone de 0. Ça a en fait l'intensité carbone qui a été utilisée pour le pompage. Donc c'est un petit système mémoire qu'on a mis en place. Et donc, c'était simplement pour faire un petit point méthodologique avec vous. Donc, vous avez pour la comptabilité attributionnelle 2 systèmes, location-based et market-based. Et pour la comptabilité conséquentielle, vous avez le système marginal qui est en fait le seul raisonnable à utiliser. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous les trois, merci d'avoir presque tenu le timing, en tout cas en moyenne vous avez tenu le timing, en marginal peut-être un petit peu moins. Du coup Cyril, Gaël et Bodo, je vous invite à nous rejoindre. Donc là aujourd'hui on a vu trois points de vue différents autour de la donnée, l'utilisation de la donnée. Donc un premier à une maille un peu régionale pour voir comment est-ce qu'on peut optimiser la consommation d'énergie, mais aussi la production d'énergie grâce au solaire. On a pu voir aussi comment est-ce qu'on pouvait optimiser la consommation énergétique à l'échelle d'un bâtiment, et puis après comment est-ce que, sur tout ça, on rajoute une métrique qui est celle du CO2 pour voir en fait quel est l'impact réel de notre consommation d'électricité. Et donc, écoutez, je vais vous laisser la parole. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonsoir. J'avais une question sur la maille de Tomorrow. Parce que sur la France, si on parle de solaire ou d'éolien, il y a des disparités régionales importantes. Est-ce qu'il y a un moyen de descendre à une maille plus faible au niveau régional ? Merci pour cette question, très intéressante. Alors déjà, il faut savoir que si vous n'avez pas de bottleneck, si vous n'avez pas de problème d'interconnexion entre les régions, si elles sont parfaitement connectées et que l'électricité passe fluidement d'une région à l'autre, vous allez grosso modo avoir, dans un point de vue consommation, une électricité quasi similaire dans toutes les régions de France. Vous n'aurez des différences de couleur sur l'Electricity Map que lorsque vous avez des interconnexions qui sont limitées. C'est ce qui se passe entre deux pays où effectivement les capacités d'interconnexion sont de l'ordre de 5 à 10%. Et donc là, effectivement, en Pologne, qui a 90% de charbon et 10% d'interconnexion, elle va rarement être moins que 80% charbonnée, quoi. Mais en France, on a fait le modèle statiquement sur une année. Et en fait, à part en Bretagne, en région PACA et en région Nord, vous avez une électricité quasi similaire. Dans un point de vue consommation. L'Île-de-France n'a aucune centrale. Donc le point de vue production, il n'a aucun sens dans ces cas-là. Il faut voir un point de vue consommation. Et la couleur de l'Île-de-France, c'est grosso modo la couleur de ses imports. Bonjour, merci beaucoup pour vos 3 interventions. Moi j'avais une question pour Electricity Map. Je trouvais ça vraiment intéressant toute la fin sur la comptabilité carbone. Je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de présenter vos idées sur le nouveau système pour les garanties d'origine à des régulateurs ? Et deuxième question, est-ce que la méthodologie et les chiffres sur les intensités carbone marginales que vous proposiez, est-ce qu'elles sont disponibles sur votre site Electricity Map actuellement ? Alors, pour la deuxième question,
l'Electricity Map, le site public et open source, il montre que des chiffres moyens. L'intensité carbone marginale, on le calcule en entraînant des modèles de machine learning qui regardent ce qui s'est passé dans des situations similaires dans le passé, quoi. Donc on regarde dans le passé, lorsqu'on a augmenté la demande de X, de delta, quelle a été la réponse du système électrique. Et on entraîne des modèles de machine learning pour qu'ils reconnaissent des situations de réseaux similaires dans le passé pour prédire ce qui se passerait aujourd'hui à la marge. On n'a pas accès aux informations privées, confidentielles de bidding curve des différentes centrales que RTE possède. Donc c'est une approche statistique, et celle-ci on la commercialise, donc on la donne pas gratuitement sur le site electricitymap.org. Mais on donne des samples de n'importe quel pays, n'importe quelle date dans le passé. Et la méthodologie, on est en train de publier en littérature scientifique notre méthodologie. Ouais. La première question c'était... est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'en discuter, de rencontrer des régulateurs pour leur présenter cette approche? Oui, merci de cette question. Donc, donc il y a plusieurs stakeholders dans l'affaire. Donc vous avez les entreprises, elles ont plutôt intérêt à ce qu'elles puissent acheter au moins cher possible les garanties d'origine. Donc là, un marché plus large et moins restreint les arrange. Vous avez des projets de blockchain aujourd'hui qui te permettent d'acheter des garanties d'origine de Brésil, comme si l'électricité en Europe pouvait être connectée à celle du Brésil. Un espèce de marché mondial géant du droit à la verdure qui dépresse les prix à zéro. Donc ça c'est très intéressant quand vous avez une approche marché dans un système. Si vous enlevez toute contrainte, vous tirez les prix à zéro et vous permettez à tous ceux qui ont un name and shame sur le dos d'être verts, et à tous les citoyens qui s'en foutent de récupérer le reste. Donc vous avez un petit peu un jeu d'influence là. Donc les entreprises non, les régulateurs, donc c'est la Commission européenne qui a mis en place ce système de garantie d'origine. À la base aux États-Unis ils ont le même, et ils ne sont pas contre raffiner en temps, c'est-à-dire pour faire non pas la maille annuelle mais au pas de temps journalier ou horaire, mais aujourd'hui on n'a pas les capteurs sur toutes les centrales éoliennes pour te dire à l'heure qu'est-ce qu'elles produisent, quoi. Donc on a un marché qui se clear à l'année ou au mois. Donc ça c'est un problème technique. Par contre pour le contrainte en l'espace, ne pas pouvoir acheter des garanties d'origine norvégienne quand on est portugais, ça c'est bloqué par la Norvège. C'est extrêmement intéressant. Ils veulent pouvoir vendre leurs certificats. Et donc vous avez vraiment, là c'est de la politique. Donc, vous avez vraiment une envie pour les Islandais de pouvoir vendre leurs certificats aux entreprises basées en Pologne par exemple. Et enfin, le trading de garantie d'origine est assuré par différents organismes. En France, c'est PowerNext. Et en Europe, vous avez AIB qui gère les transferts internationaux de garantie d'origine, qui n'ont pas non plus spécialement intérêt à contraindre le système d'avantage, étant donné que de toute façon, ils prennent des fees fixes par transfert de garantie d'origine. Ouais, j'avais quelques remarques. Merci d'abord pour ces exposés, dont deux que je connaissais déjà, NAMR et Electricity Map. J'avais quelques remarques. La première, c'est sur le décret tertiaire qui est en cours de révision et normalement qui vise moins 40% à 2030. Ça veut dire que normalement, on devrait avoir une accélération très très forte de l'ambition énergétique, ce qui est une bonne nouvelle pour tous les projets que vous avez montrés aujourd'hui. Donc on est parti vers ça, j'ai l'impression, dans les derniers documents qui ont pu être visualisés. Le deuxième point, c'est un petit peu pour avoir une lueur d'espoir par rapport à ce que tu disais sur les garanties d'origine. Bien entendu, nous, chez Carbone 4, on est tout à fait d'accord avec ton analyse. C'est très vrai quand on regarde de manière concrète chez nos clients, ils achètent surtout de l'hydraulique de centrales des années 60, 50, 60, 70. Et ça ne contribue en rien, ça n'a aucun impact CO2, clairement. Ça ne décarbone pas le mix électrique français. Un petite lueur d'espoir, parce que dans la révision de la norme ISO, la 14064, qui est donc publiée en décembre, il y a deux éléments dont tu parles beaucoup. La première, c'est la correspondance temporelle. Alors malheureusement, on pourra continuer à acheter une garantie d'origine panneau photovoltaïque à minuit le soir, même s'il n'y a pas de soleil, mais qui essaie déjà de limiter en se disant on ne peut pas acheter de garantie solaire en mois de décembre. Voilà, au mois de décembre si elle a été produite au mois de juillet. Voilà, en tout cas pas par mois mais par saison. On commence à aller vers ça, donc ça c'est, on va dire, une amélioration positive. Et sur la correspondance spatiale, normalement elle y est.
Hein, c'est-à-dire qu'en France, si on veut respecter la norme ISO, qui est comme la norme internationale, on sera obligé d'acheter des garanties d'origine en France. Donc voilà, ça nuance un tout petit peu, on va dire que ça apporte un peu de lueur d'espoir, qu'on peut aller vers quelque chose de moins pire. Voilà. Je partage ton analyse. En fait, il y a deux organismes qui émettent des recommandations comptables. Vous avez ISO et vous avez Greenhouse Gas Protocol. Et Greenhouse Gas Protocol, c'est en fait celle qui est la plus utilisée par les entreprises internationalement. Et c'est en fait financé par les entreprises elles-mêmes et les financiers qui ont besoin de normes comptables pour investir pour juger la performance environnementale des boîtes. Et donc Greenhouse Gas Protocol, lui, est beaucoup plus laxiste que ISO sur l'évolution des garanties d'origine et permettent effectivement vous avez ISO qui ne recommande pas d'utiliser le market base, mais qui dit qu'on peut l'utiliser de manière informelle, alors que Greenhouse Gas Protocol dit vous choisissez l'un ou l'autre. Et dernier point, si tu as le temps tout à l'heure de présenter l'application mobile avec grand intérêt. Moi j'avais deux questions. Apparemment, ouais. Il y en a une pour les Electricity Map. Je ne sais pas trop si tu vas pouvoir répondre, mais parce qu'en fait tu m'as appris quelque chose, plein de choses ce soir, mais dont une tu disais que la principale émission de carbone c'était l'électricité. 40%. Bon, c'est beaucoup quand même. Alors on se fait taper sur les doigts tous les ans parce qu'on a des pics de pollution en France dans certaines villes. Et du coup, je me demandais si en fait c'était mal, si on était des méchants, ou des pays du coup comme l'Allemagne que tu montrais tout rouge tout le temps, en fait pulvérisent complètement leur corps tout le temps. En fait. Alors 40% c'est au niveau mondial, hein. En France c'est beaucoup moins, puisqu'on a une électricité décarbonée. Et l'Allemagne qui était noire sur les photos, je voulais vous montrer la vidéo parce qu'elle clignote quand même et elle devient vraiment verte par moment. Elle a une capacité intermittente renouvelable énorme. Donc non, c'est pas toujours aussi mal. Donc 40% c'est les émissions de CO2 au niveau mondial, c'est l'électricité. Mais moi je préfère raisonner en termes d'usage final en fait, parce que l'électricité c'est un vecteur énergétique. Et l'usage final c'est par exemple je sais pas, les déplacements, vos déplacements c'est 20%, l'agriculture c'est 20%. Dans cette distinction par usage final, il n'y a pas l'électricité. L'électricité c'est un vecteur qui est utilisé chez vous, dans les usines pour faire des voitures ou ailleurs. Donc c'est un peu trompeur de voir ça comme ça, tout ne s'ajoute pas. Mais tout de même, on voit que l'augmentation des émissions annuelles, là en ce moment, elle est majoritairement tirée par le charbon et le gaz qui continuent à être développés plus rapidement que les renouvelables. Une petite question pour Mme R. J'ai trouvé ce que vous avez fait extrêmement intéressant, je trouve que le travail est absolument titanesque. Du coup, la question c'est, en fait, est-ce que vous êtes ouvert donc, genre, à vendre votre travail ou des partenariats avec d'autres entreprises, en fait, ou vous le gardez pour vous pour travailler? On est une société, enfin, donc du coup on vend, sinon on serait pas là. Après on est ouvert, on a déjà plein de partenariats, on a ouvert à plein de partenariats, on peut en discuter. Oui. Il y a le pot après, vous pouvez en discuter. Parfait. Moi j'avais une question, mais du coup ça revient à ce qui vient d'être posé. C'était à l'heure actuelle, qui est prêt à payer pour vos analyses? Dans le sens, quels sont vos clients et comment vous assurez les rémunérations nécessaires au développement de vos activités? Alors aujourd'hui pour l'instant on perd de l'argent, comme beaucoup de boîtes jeunes. On vit sur l'argent d'investisseurs et parce qu'on est en train de grandir. Pardon. Sinon aujourd'hui nos principaux clients sur ce que je vous ai présenté donc autour de l'énergie, c'est les grands énergéticiens, notamment les obligés, qui donc du coup sont les obligés, c'est eux qui doivent trouver des certificats et donc trouver des opérations d'efficacité énergétique à faire. Et du coup ils se servent de nos données, de nos outils pour trouver des opérations moins chères et donc concrètement gagner de l'argent en payant le C2E moins cher qu'en se fournissant sur le marché. Ça marche plutôt bien, puisqu'ils ont l'air de continuer à travailler avec nous.
Après, on a d'autres use cases parce qu'on s'est rendu compte, en fait, chemin faisant, la fondation de Nemer, c'est autour de l'efficacité énergétique. On s'est rendu compte, chemin faisant, que le référentiel qu'on avait sur les bâtiments intéressait d'autres personnes. Notamment de plus en plus des gens qui sont dans l'assurance, puisqu'en fait, si on a des profils de bâtiments, on peut donc mieux évaluer l'impact, notamment des catastrophes naturelles. Et on commence aussi à avoir des use cases dans le retail. On faisait la blague tout à l'heure avant la réunion, on a fondé cette boîte en voulant sauver la planète et réaliser la transition écologique, trouver des toitures à solariser, des bâtiments rénovés, et peut-être qu'on va vendre des tonneuses à gazon à la fin. Voilà. Bonsoir. Une question sur la partie solaire et l'éolien. En termes de cycle de vie du produit, alors ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé, mais le solaire, il faut quand même le produire, et l'éolien, ça, alors on peut pas dire ça détruit, mais ça consomme de la surface. On bétonne un peu une surface agricole, pardon. Donc du coup, sur le solaire par exemple, il y a un coût à le produire, il y a un coût à le transporter, parce que je crois que le solaire, on n'en fait plus beaucoup en France. Comment vous comptabilisez ça pour dire effectivement le solaire est vraiment vert? Pour le solaire, donc effectivement, il y a une demande énergétique et des émissions de CO2 associées à la production et au transport. Dans l'Electricity Map, on utilise des chiffres en life cycle analysis, donc qui prennent en compte les émissions dues au cycle de vie. Pour le solaire, c'est pas du tout 0 g de CO2 par kWh, c'est 50 qu'on a pris, c'est les chiffres du GIEC. 50, c'est à comparer par exemple avec 500 qui est le gaz, donc c'est quand même 10 fois moins, et le nucléaire qui tourne dans les différentes études autour de 10. Donc oui, alors le solaire est peut-être 5 fois plus émetteur de CO2 que le nucléaire, mais ça reste 10 fois moins que le gaz et 20 fois moins que le charbon. Donc en fait, c'est relativement négligeable. Le payback énergétique d'un panneau solaire aujourd'hui, c'est 3 ans. C'est-à-dire en 3 ans, il a produit plus d'énergie qu'il en a fallu pour le construire. Sur une durée de vie de 20 ans, c'est correct, quoi. Je me prononcerai moins sur l'éolien, je connais moins les chiffres. Et il y a aussi l'aspect impact visuel, etc., qui n'est pas quantifiable facilement. J'ai une petite question pour Adviseo. C'est-à-dire que vous travaillez sur l'efficacité énergétique des bâtiments, donc vous arrangez pour qu'un même bâtiment consomme moins d'énergie pour un même service rendu, qu'on est bien dans l'efficacité. Si je prends la démarche négawatt, on va d'abord penser sobriété et efficacité. L'une des raisons pour laquelle on fait ça dans cet ordre, c'est justement pour éviter ce qu'on appelle un effet rebond. Donc c'est-à-dire qu'on a consommé moins d'énergie pour un même service, donc on a eu l'argent, on est content. Et le résultat, c'est que juste derrière, en fait, on se retrouve à consommer plus parce que ce qu'on a économisé ailleurs, on va le dépenser à un autre endroit. Par exemple, je sais pas, au hasard, en ouvrant un peu plus longtemps le magasin, et en plus, ça se verra pas avec la norme que tu mentionnais. Donc, je me pose la question, est-ce que ça, vous traitez ce sujet-là, et si oui, comment, et sinon, comment est-ce que vous pourriez essayer de faire? Alors, l'effet rebond, nous, on ne le voit pas tellement. On va dire que le fait d'ouvrir plus longtemps, en se disant globalement je consomme un peu moins, on va dire que c'est pas l'énergie qui va driver, malheureusement. Donc ça, non, justement on essaie de se battre là-dessus, en disant voilà, parce qu'on a toujours cette question, est-ce qu'il vaut pas mieux que je chauffe la nuit, que je chauffe la nuit, parce que si je chauffe pas, alors je vais avoir un effet rebond le matin. Et ça, en fait, ça se voit pas. Ça se voit pas. Donc, au contraire, le gain est quand même bien plus net. Bonjour, merci pour vos interventions. J'ai une question aussi pour Electricity Maps, un peu terre à terre. Je voulais savoir quel est votre business, qui sont vos clients, et notamment si Tomorrow a d'autres projets que ce projet d'Open Data. Merci, oui, j'ai choisi de parler du produit plutôt que du business parce que j'avais en 20 minutes quelques messages à faire passer. Alors, pour l'Electricity Map, on vend en fait nos forecasts sous forme d'API. Donc, ce que vous avez vu, l'Electricity Map, si vous voulez vous connecter machine to machine, pas avec les yeux, eh bien, vous souscrivez à notre API. Si vous voulez avoir des forecasts pour optimiser la charge d'une voiture électrique, pour faire de la smart charge,
Vous prendrez le forecast du signal marginal, qui vous dira quand est-ce que c'est le mieux de charger, et qui vous permettra de comptabiliser combien de CO2 vous avez évité. Donc on vend par exemple à des data centers qui ont des data centers un peu partout dans le monde, une API unique qui leur permet de manière standardisée entre plein de pays d'évaluer leur impact environnemental et d'essayer d'optimiser leur charge de calcul de data center en fonction de l'intensité CO2 des différents pays. Donc en fait, on vend de l'API vraiment, en fait, si vous voulez, de manière indifférenciée à plein de clients. Donc là-dessus, c'est vraiment un business assez low cost, où en fait on utilise la donnée open source, on la transforme et on la revend. Ça c'est pour l'Electricity Map. Et en ce moment, on développe chez Tomorrow une application qui s'appelle Tomorrow App. Ça sera un peu un My Carbon Life, c'est-à-dire qu'en fait on essaye de s'adresser maintenant aux consommateurs, parce qu'on se rend compte que pour réduire nos émissions de CO2 dans le monde, les entreprises elles ont un rôle à jouer. Ça va consister à rendre le système plus efficace. Mais dès que tu rends un système plus efficace, tu as un effet rebond. Il n'est pas directement dans la même utilisation, mais si tu rends un avion plus efficace, tu libères du pouvoir d'achat, et derrière, soit tu voles plus, soit tu achètes un truc de plus. Donc tant que nous, on ne s'auto-limitera pas, on augmentera constamment les émissions de CO2 au niveau global, en valeur absolue. Les entreprises ne mettent pas de limite en valeur absolue sur leur chiffre d'affaires. Elles augmentent l'efficacité. Et donc pour faire changer les comportements, et pour que les gens consomment moins malgré le fait qu'ils pourraient, on est en train d'essayer de développer une application qui va leur parler un petit peu aux sentiments, pour leur dire, regarde, on est en train de traquer tout ce que tu fais dans ta vie, et on va te dire, ah attends, là tu as fait un truc qui émet 10 fois plus que là. En fait, on va permettre de manière automatisée à quelqu'un de savoir l'impact carbone de ses actions dans sa vie de tous les jours. On s'est aperçu que si c'était pas automatisé, on toucherait que genre les 0,1% de la population qui sont déjà activistes. Si on te demande combien de grammes de poulet tu as mangé il y a 2 semaines, franchement, c'est rédhibitoire. Il n'y a que les activistes qui l'utilisent. Donc les bilans carbone personnels, où tu dois tout rentrer à la main, ça ne convainc pas les 90% de la population. Donc on essaye de rendre automatique quelque chose qui est assez personnel, donc on fait attention à des aspects de privacy. Et on ne prétend pas au début avoir une vision complète de tout ce que tu fais, mais essayer de traquer un maximum de choses et te dire, t'informer sur l'impact relatif de ces différentes choses. Donc t'informer pour te faire changer, et aussi te permettre de donner à des associations pour compenser les émissions qu'on arrive à traquer sur toi, qui est moins pire que de rien faire. Donc cette application, on est en train de la développer, elle sort à l'été en bêta. Donc avant les vacances, comme ça les gens ils prendront leur avion, ils utiliseront l'application, et en septembre ils seront coupables, et ils verront qu'il faut utiliser l'application pour offsetter. Voilà le timing pour l'été. Elle sera gratuite, l'application ? Oui, l'application est gratuite, et parce que c'est exactement le même principe que Electricity Map, c'est pas aux individus qu'on va vendre quoi que ce soit. Personne, aucun citoyen va être payé pour des informations CO2, il n'y a pas de business là-dessus. C'est l'entreprise qui, elle, a des clients finaux qui sont des citoyens, qui peut payer. Dans la chaîne B2B to B2C, c'est le dernier B avant le C qui peut payer pour une information CO2. C'est l'entreprise qui a comme client des gens qui ont un cœur. C'est juste voilà. Oui. Encore une question pour Ecomap. Je suppose que les accords internationaux sur le changement climatique font un choix de comptabilité pour comptabiliser les émissions de CO2. Alors quel est celui des deux qui est utilisé pour les émissions nationales? Alors merci pour cette question, c'est aucun des deux. Les émissions nationales en fait ne regardent pas le point de vue consommation, mais uniquement production. Les pays sont entre guillemets dans les accords internationaux pas responsables de ce qu'ils importent. Donc en fait là c'est très simple, il n'y a pas besoin d'attribuer à citoyen A versus citoyen B la part du gâteau, c'est les émissions totales du pays en production sur l'année, là il n'y a aucune, du coup, le seul critique que j'aurais sur ce système, c'est qu'il faudrait prendre en compte les imports, parce que un pays est responsable de ses imports, quoi. Donc, le Danemark, qui est extrêmement bien connecté en électricité, par exemple, il a une électricité assez charbonnée, il importe beaucoup d'hydraulique de Norvège ou de nucléaire de Suède, sa comptabilité nationale en électricité, de manière, en point de vue production versus consommation, elle est vraiment différente, quoi. Donc, c'est un peu pareil pour les émissions liées aux biens qu'on achète de Chine, qui ne sont pas comptabilisés dans les émissions nationales françaises. Alors,
bonsoir. Désolé, j'aurais bien une première question plus sur Electricity Map, même si les deux autres étaient très intéressants aussi. Peut-être que c'est un peu plus polémique ou un peu plus voilà, différent. Mais moi j'ai une question, c'est par rapport en fait au début, vous me disiez qu'il y avait 1 million d'utilisateurs, je crois, par an. Et du coup, on peut se dire que comme ça, la première vue, on pourrait, enfin pour un utilisateur lambda, on pourrait se dire bon, du coup, ça sert à rien de prendre l'énergie verte. Du coup, ma question, c'est comment faire pour que quand même, finalement, quel est le message derrière vraiment pour l'utilisateur lambda, puisque toute l'approche globale est peut-être plus difficile à comprendre. Et voilà. Donc, en fait, et même peut-être que si on a une démonstration d'application, ce serait plus simple de le comprendre, mais voilà. Non, mais on veut juste déjà informer le citoyen sur lui donner les clés pour comprendre les politiques de transition énergétique de son pays. Donc il n'y a pas forcément que le consommateur qu'on vise, il y a le citoyen qui peut voter. Donc ça, c'est pour que un citoyen allemand comprenne que l'Energiewende ne va pas assez vite, ou alors que le citoyen danois comprenne que même s'ils n'ont pas de nucléaire, ils ont quand même, en fait, en tant que citoyen, une consommation du nucléaire via les imports de Suède. Faire comprendre aussi que chaque consommation a un impact environnemental, que tu ne peux pas consommer d'énergie sans impact, quoi. Notamment si c'est dans un réseau électrique partagé. Donc responsabiliser par le fait que tu n'es jamais en fait 100% vert, quoi. Ça c'est le premier message. Après tu as le consommateur un peu plus qui lui va vouloir plus essayer de quantifier avec par exemple son compteur Linky les émissions de CO2 associées à sa consommation électrique, quoi. Donc il y a consommateur et citoyen, c'est un petit peu deux targets différentes. D'accord, merci. Et j'ai juste une question pour Namer. Alors en fait c'était par rapport du coup vous êtes une trentaine et juste de ce que je comprends le business model en tout cas c'est de proposer des plateformes après avoir justement utilisé différentes données open data, après avoir fait la computer vision ou d'autres traitements de données. Et du coup c'était juste pour comprendre un peu plus, est-ce que du coup c'est plus des produits finis, est-ce que ça va être du coup des produits finis qui vont être accessibles via ces plateformes là, ou alors est-ce que ça va être des flux de données qui vont être du coup plus traités, enfin c'est juste pour comprendre un petit peu quel business model exact derrière. Alors c'est un peu les deux, principalement parce que les gens qu'on a en face de nous n'ont pas le même degré d'acculturation à la data. Donc enfin le format qu'on préfère nous en fait c'est un peu celui d'Electricity Map, c'est un format API, token, pay as you go, sauf que pas forcément, enfin tous les gens ne sont pas forcément acculturés, n'ont pas forcément ce degré on va dire de capacité technique et de capacité de compréhension pour la consommer comme ça. Et donc en fait on a le format plateforme clé en main qui est beaucoup plus cher, mais que les gens peuvent s'en servir plus facilement. Donc on a un peu les deux. Donc bonjour, merci pour vos interventions. J'ai une question pour Namer aussi. Donc tu avais mis une quatrième brique qui s'appelait Urban, et tu sais que c'était toujours en développement. Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus Ouais, en fait, parce qu'on a un projet c'est un projet qu'on essaie de faire financer, qui n'existe pas encore aujourd'hui. En fait, dans les cadres de politique de la ville, il y a un des drames qui est l'artificialisation des sols. Et en fait, on s'est dit qu'on pouvait trouver des manières de lutter contre ça, notamment avec l'identification de dents creuses et du potentiel de surélévation, qui ont le double avantage, qui ont le triple avantage, qui a effectivement l'avantage économique de pouvoir construire au centre de Paris, mais qui ont le double avantage écologique de du coup rapprocher les gens de leur lieu de travail, donc en les mettant dans le centre-ville, et donc limiter l'impact carbone des déplacements, et deux, du coup limiter l'étalement urbain et donc lutter contre l'artificialisation des sols. Voilà, on est en train on veut monter ça, c'est quand même pas mal de taf, donc on cherche des financements là-dessus, c'est pour ça que j'ai dit que c'était encore en projet. Donc tu as bien présenté les différentes sources de données auxquelles vous aviez accès. Et donc par exemple si on prend l'exemple du polémique compteur communicant, quelles autorisations vous avez besoin pour avoir accès à ces données? Donc tu as mentionné que vous allez directement voir Enedis par exemple, mais c'est une fois que le consommateur concerné est venu vers vous demander que vous fassiez un travail pour lui? Exactement. En fait, Enedis ne peut pas gérer les autorisations en propre, parce qu'en fait il y a tellement de compteurs
que ça serait juste l'enfer. C'est déjà mettre en place le système d'information qui permet de récupérer toutes ces les informations de courbe de charge et les mettre à disposition. Historiquement, ils l'ont fait pour les fournisseurs et maintenant ils l'ouvrent à différents tiers. Donc du coup, ils repoussent auprès des tiers le fait d'aller chercher en fait ces mandats. Et donc du coup, il faut aller voir chacun des clients et lui faire signer un mandat. Et en gros, Enedis se réserve le droit d'auditer et de vérifier que tu as bien les autorisations des clients pour récupérer la donnée du compteur. Puisque la donnée du compteur appartient en fait au client et non pas à Enedis, ni à toi. Merci beaucoup. Je voudrais revenir vers Electricity Map, une question peut-être un peu plus technique. Tu as dit toi-même que donc du coup c'est parce que votre plateforme a été open source que vous avez pu construire le projet et que sinon ça n'a pas pu être le cas. Parce que j'imagine que les locaux réussissent à récupérer les données de leur TSO local et les faire remonter à l'application. On a parlé aussi avec les deux autres interlocuteurs du problème de comparer des référentiels qui partent de la même chose, mais au final il y a toujours des petites différences et il y a tout un enjeu d'avoir quelque chose de cohérent derrière. Est-ce que vous avez aussi cette problématique avec Electricity Map parce que j'imagine qu'en fonction des TSO, peut-être qu'un flux de production ou de consommation ne suit pas les mêmes conventions, et derrière, dans la carte, on va comparer potentiellement des choses qui ne sont pas exactement les mêmes, et ça peut fausser les résultats. Oui, c'est une très bonne remarque. Donc déjà pour l'open source, oui, c'était très important d'avoir plusieurs yeux, en fait plus d'yeux pour regarder, plus d'œil que les nôtres pour scruter où se trouvait la donnée dans le monde. À chaque fois, il y a une nouvelle source de données qui apparaissent, on a des gens qui nous aident à les rajouter à la map. Donc on a aujourd'hui, je pense, un des systèmes les plus complets, dans le sens où on ne peut pas aller plus vite que la musique. Il y a des pays qui sont encore gris, mais la donnée n'existe pas encore, quoi. Et bientôt, il y aura des données au niveau régional, donc il faudra toujours améliorer la granularité d'Electricity Map. On a un nombre de connecteurs qui devient énorme et qui peuvent casser pour une raison X ou Y qu'on ne pourrait jamais maintenir tout seul. Donc on est ravis d'avoir réussi à démarrer ce mouvement un peu open source, mais on n'est pas Wikipédia, on n'est pas auto-administré par des règles, on reste, nous, chez Tomorrow, administrateurs du produit, et donc on a un peu les rênes sur on approuve toutes les modifications du code, quoi. On espère peut-être un jour le rendre auto-déterminé comme un Wikipédia, mais c'est pas encore le cas. Et quant à l'harmonisation des différentes sources de données, c'est très important. Effectivement, dans Electricity Map, on a 10 catégories de centrales seulement. Il y a plein de pays qui en ont d'autres. Là, le travail, il est comment harmoniser sans perdre trop en qualité. On est obligé d'aller dans des raccourcis, parce que sinon, on n'arriverait pas à produire cette harmonisation. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'environnement, ce qui compte, c'est les ordres de grandeur, hein, en signal CO2. On n'a pas besoin d'un signal CO2 à 1% près. Et donc, quand on reste dans des erreurs potentielles faibles, ça nous permet d'harmoniser tous les signaux. Oui, allô, donc merci beaucoup pour les 3 présentations. T'en as ? J'ai un doute. J'avais une question pour Adviseo. À un moment, tu mentionnais la méthodologie MBP et tu disais le fait qu'il fallait essayer d'avoir une valeur un peu moyenne pour une installation de l'énergie qu'elle consomme s'il n'y avait pas de mise en place de systèmes plus performants énergétiquement parlant et tout. Comment on l'a défini un peu cette valeur? Alors tu l'as peut-être mentionné, mais j'ai dû la zapper alors. Comment, parce que comme tu disais, comparer année par année, ça peut être difficilement pertinent puisqu'il y a des variations météo, d'utilisation, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut la déterminer plus ou moins, cette valeur moyenne, en disant ok, a priori, c'est ce que consommerait ce bâtiment s'il n'y a pas d'installation? Eh bien, avec des statistiques. L'idée, en fait, c'est d'identifier les variables qui expliquent en fait le comportement énergétique d'un bâtiment, d'une usine ou d'un parc de bâtiments. Les variables statistiques, explicatives les plus simples à comprendre, c'est la rigueur climatique. Plus il fait froid, plus je consomme pour me chauffer. Réciproquement, dans les bureaux, dans les tours à la défense, dès qu'il fait un petit peu plus de 10 ou 12 degrés, en fait on a besoin de climatisation à cause du rayonnement solaire. Donc du coup, à l'inverse, plus il fait chaud, plus je vais consommer. Et puis pour d'autres, là je parlais du retail, le nombre de jours d'ouverture en fait, de mon magasin va impacter ma consommation. Et puis dans le secteur de l'industrie, les variables explicatives, il y aura les variables externes, puis aussi les variables de production. Évidemment, une usine qui produit par exemple des pièces, plus elle en produit, plus elle va consommer. Bonjour, donc j'aurais une question plutôt d'ordre général.
Donc vous utilisez tous les trois les données pour travailler et pour faire des économies d'énergie. Et j'aimerais savoir si, comme on l'a vu, les data centers n'utilisent pas forcément l'électricité verte, si l'accroissement du nombre de données, donc via les Linky, via le IoT, etc., est-ce que ça vient être compensé par les économies qu'on peut faire ou pas? Et je ne sais pas s'il y a une réponse exacte, mais si au moins vous aviez des éléments de réponse, ça serait assez intéressant. Merci. J'ai un tout petit élément de réponse, un ordre de grandeur intéressant. Google, ils émettent 5 millions de tonnes de CO2 par an. Ils ont peut-être 1 milliard d'utilisateurs. Vous avez 5 kilos de CO2 par an par utilisateur. Ça fait quelques litres d'essence dans une voiture, hein, pour tous les services que ça te rend dans la vie. Donc, moi, je pense que oui, la IoT et l'ICT, tout ça, c'est une consommation exponentielle d'énergie, mais qui est minime par rapport aux services rendus. L'énergie dans le monde, c'est la chaleur et le mouvement. Hein. Le reste, la lumière, les emails, c'est pas grand-chose en fait. Un petit complément, c'est un énorme hasard, mais il se trouve que la conférence d'avril 2018 portait justement sur la consommation énergétique du numérique. Et on avait eu notamment la chance d'inviter Hugues Ferbeuf, le chef de projet de l'INICT du Shift Project. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo de avril 2018. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on continue les discussions bien plus informelles à l'étage autour d'un pot. La prochaine conférence aura lieu le 15 mai. Cette fois, on parlera d'accès à l'énergie dans les pays émergents. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les pays en voie de développement aient un accès pas cher de préférence à l'électricité et à l'énergie d'une manière plus générale. Et au mois de juin, date encore indéterminée, on va faire un exercice tout nouveau pour centrer l'énergie. On va faire un débat en vrai, on va parler du point Godwin de la transition énergétique. On va se jeter à l'eau, on va parler du nucléaire et on va organiser un débat entre l'association Negawatt et la Société française de l'énergie nucléaire.